Bonjour, je m'appelle Hélène. Pour mes 33 ans, j'étais assise seule à une table dressée pour 6. Je portais des talons que je détestais, je versais le vin qu'ils ne sont jamais venus partager, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Le message de ma mère disait « Tu n'es pas notre priorité pour l'instant ». Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient fait d'autres plans. Sans moi. En utilisant l'argent que je leur avais donné. Ils ont boudé mon dîner pour organiser une fête pour mon frère. Comment se remet-on de quelque chose comme ça? Ou peut-être la meilleure question est, pourquoi le voudrait-on? Je suis arrivé 15 minutes en avance, juste au moment où le soleil se couchait derrière la silhouette de Denver, projetant de longues ombres ambrées sur le trottoir. Il y avait une légère fraîcheur dans l'air, juste assez pour me faire apprécier d'avoir choisi la robe à manches longues. Elle n'était pas fantaisiste, mais intentionnelle, le genre de tenue qu'on porte quand on veut faire savoir qu'on a fait un effort. L'hôtesse a jeté un coup d'œil à sa liste et a souri. Table pour 6? J'ai hoché la tête, lissant la serviette dans ma main. Oui, Hélène. J'ai fait la réservation la semaine dernière. Elle m'a conduite à une table près de la fenêtre avant, 6 sièges, des couverts propres et élégants, une petite bougie votive vacillant au milieu. Je me suis assise au bout, face à l'entrée. Le serveur s'est arrêté. Voulez-vous attendre pour commander, ou? Ils sont juste un peu en retard, ai-je interrompu trop rapidement. J'attendrai. Il a hoché la tête poliment et s'est éloigné. J'ai vérifié mon téléphone, 18h47. Rien. J'ai essayé de ne pas trop réfléchir. Zinneya était toujours en retard par élégance. Curtis avait probablement encore perdu la notion du temps. Et maman, eh bien, elle arrivait rarement en avance à quoi que ce soit, sauf si c'était l'événement de quelqu'un d'autre. J'ai légèrement ajusté ma fourchette, puis encore un tic nerveux. J'avais choisi cet endroit pour une raison, calme, familier, pas trop cher, pas trop décontracté. Un endroit qui disait, tu comptes assez pour que je planifie ça. J'ai fait défiler mon téléphone pour me distraire, faisant semblant d'être occupé. Un email du travail, une promotion dans un magasin où je ne faisais plus les courses. Puis l'écran s'est à nouveau allumé. Cette fois, un SMS de maman. Je l'ai déverrouillé immédiatement. Tu n'es pas notre priorité pour l'instant. Bon dîner. C'était tout. Pas de joyeux anniversaire, pas d'explication. Juste ces 13 mots enveloppés dans un ton qui semblait répété. Je l'ai fixé, relu 2 fois, puis encore. Ce n'était pas de l'oubli. C'était délibéré. Le serveur est revenu avec un paquet emballé. Quelqu'un a déposé ceci pour vous plus tôt dans la journée, a-t-il dit. Il a dit que c'était de votre famille. Je l'ai remercié, réussissant le genre de sourire qu'on donne aux inconnus quand on ne veut pas qu'ils posent de questions. L'emballage était soigné, le genre sur lequel Zinneya insistait toujours, minimaliste, hors mat, pas de ruban. Je l'ai déballé lentement. À l'intérieur, il y avait une écharpe. En soie bleu pâle. Je l'ai tenue et j'ai ressenti une reconnaissance douloureuse au creux de l'estomac. J'avais acheté cette écharpe exacte à maman le Noël dernier. Je me souvenais de la marque, des coutures, même du petit accroc près du bord où elle s'était prise à sa bague. J'ai regardé la carte glissée sous le papier de soie, joyeux anniversaire de nous tous. Mais sous ce message, faiblement visible, il y avait ma propre écriture, celle que j'avais écrite l'année dernière, je t'aime pour toujours, maman. Ils n'avaient même pas pris la peine d'utiliser une nouvelle carte. Ils avaient juste réécrit par-dessus l'original, comme si la mémoire pouvait être réécrite de la même manière. J'ai replacé l'écharpe dans la boîte. Mes mains étaient stables, mais pas ma respiration. Un couple à la table voisine chantait doucement, une sorte de célébration d'anniversaire. Les verres ont tinté. Des rires montaient du fond, près du bar. Le monde continuait de tourner. J'ai levé mon verre de vin et j'en ai pris une gorgée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. Il n'y avait pas de panique, pas de drame. Juste un poids qui s'installait en moi, comme du béton. Ce qu'il y a avec le fait d'être exclu suffisamment de fois, c'est qu'à la longue, ça cesse d'être choquant. Je me suis souvenu d'anniversaires où ma présence semblait facultative, où Zinneya faisait un discours et oubliait de me mentionner, où je finissais par prendre des photos au lieu d'être dessus. Celui-ci était différent, cependant. Celui-ci était le mien, et ils ont choisi de ne pas venir. Je suis resté assise un peu plus longtemps, regardant les lampadaires s'allumer, un par un.
Puis j'ai sorti un post-it de mon sac à main. Je l'avais apporté pour noter une liste de courses, peut-être. Je l'ai utilisé pour autre chose. 5 mots. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai laissé 20 $ sous mon assiette, plus que suffisant pour le vin, et je suis sorti discrètement. Je n'ai pas dit au revoir au serveur. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Sur la table, à côté du pain intact et de la boîte cadeau recyclée, il y avait la note « Merci ». Plus de place. Quand je suis rentré chez moi, Denver s'était calmé. Le ciel dehors, par ma fenêtre, conservait les derniers vestiges de bleu avant de virer complètement au noir. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le comptoir, j'ai retiré mes chaussures, et j'ai jeté le post-it que j'avais laissé au restaurant à côté du saladier que je ne remplissais jamais. L'appartement sentait encore légèrement la laque et l'anticipation. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. La lueur de la ville suffisait à naviguer autour de ma propre déception. J'ai versé un verre d'eau que je ne finirais pas et je me suis assise au bord du canapé, comme si j'attendais encore que quelqu'un me rejoigne. Mon téléphone a vibré. Je l'ai ignoré un instant, espérant à moitié que ce n'était qu'un autre rappel d'agenda. Mais quelque chose en moi me démangeait. C'était une notification Instagram. Zinaya avait posté une nouvelle photo. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Je n'aurais pas dû cliquer. Mais je l'ai fait. L'image s'est chargée lentement. Puis ça m'a frappé, comme un coup de poing dans la gorge. Ils étaient là, Velma, Zinaya, Curtis, même oncle Ray, qui n'avait été invité à rien depuis qu'on l'avait surpris à mentir sur le testament de papa. Ils se tenaient devant le restaurant Marina à Boulder. Souriant. Radieux. Tenant des coupes de champagne. Curtis se tenait au centre, les bras écartés comme une sorte de héros local. Dans sa main droite, un porte-clés avec un emblème de moto. La légende, célébrons le rêveur. Il a enfin réalisé son rêve. Mon estomac s'est retourné. J'ai zoomé. Velma portait la même écharpe qu'il m'avait refilée quelques heures plus tôt. Au poignet de Curtis, une nouvelle montre. Épurée, chère, familière. J'ai cligné des yeux 2 fois. C'était le même modèle qu'il m'avait envoyé par SMS il y a 2 mois, me demandant si je trouvais ça trop. Je lui avais dit de ne pas l'acheter. Il avait dit qu'il ne pouvait pas se le permettre de toute façon. Et pourtant, elle était là. J'ai posé le téléphone. Pendant une seconde, j'ai juste regardé le reflet de mon visage sur l'écran noir. Puis je l'ai repris et j'ai ouvert mon application bancaire. C'était là. Mardi dernier. 1500 $ virés sur le compte de Curtis. Il avait dit que c'était pour le loyer. Il avait pleuré. Il menace de me mettre dehors, Hélène. J'ai peur. Il n'avait pas peur. Il faisait du shopping. J'ai laissé le téléphone glisser de ma main et tomber sur le canapé. Ma poitrine n'était pas serrée. Mes yeux ne brûlaient pas. Je me sentais immobile, comme quelqu'un qui était sorti de son propre corps et regardait la scène depuis le plafond. Ils ne m'avaient pas seulement retiré de la liste des invités. Ils avaient utilisé mon argent pour financer la fête. Ils avaient porté un toast à mon absence et l'avaient payé avec ma gentillesse. Je me suis levé et je me suis approché de la table. Mon ordinateur portable était déjà ouvert depuis le matin, lorsque j'avais essayé de réserver un dîner avec assez de place pour des personnes qui n'avaient même pas pris la peine de répondre. J'ai cliqué sur mon dossier financier et j'ai créé un nouveau document, soutien non réciproque. Ligne après ligne, j'ai commencé à ajouter ce dont je me souvenais. Allègement de prêt automobile, 2800 $. Paiement intermédiaire de prêt hypothécaire, 5200 $. Soins dentaires d'urgence pour le fils de Zia, 600 $. Célébration de moto financée sans mon savoir, 1200 $. Pas de reçu. Pas de merci. Pas d'invitation. J'ai copié la photo du poste de Zinaya et je l'ai collée à côté de la dernière ligne. Puis j'ai ouvert un autre onglet et j'ai cherché l'expression amnésie familiale sélective, juste pour voir si quelqu'un d'autre l'avait mieux défini que moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message vocal transféré de Velma. Je ne l'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai laissé la notification sur l'écran pendant que je regardais par la fenêtre le lent défilement des phares au loin. Quelque part, un couple fêtait probablement un anniversaire. Quelque part, quelqu'un serrait un enfant dans ses bras après une longue semaine. Quelque part, des gens se choisissaient mutuellement. Et les miens avaient choisi cela.
C'est ce qu'ils ont choisi, ai-je murmuré au silence. Qu'ils vivent avec. Le lendemain matin est arrivé doucement, comme si le monde lui-même essayait de ne pas s'immiscer. Je me suis réveillé, non à cause d'un réveil, mais parce que les stores n'avaient pas été entièrement fermés la nuit précédente. Une lumière pâle se déversait sur la moquette, froide et peu invitante. Mon appartement, toujours rangé après des heures passées à essayer de ne rien ressentir, semblait avoir été préparé pour un invité qui n'était jamais arrivé. Je n'ai pas cherché mon téléphone. Au lieu de cela, je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé le coin de la pièce où ma valise était appuyée contre le mur, encore emballée depuis ce week-end que j'avais annulé pour aider Velma à réparer une fuite. Elle avait dit qu'elle avait d'abord essayé d'appeler Curtis, mais tu sais comment sont les garçons. Je me suis souvenu d'avoir manqué un week-end avec des gens qui me voulaient vraiment, et je me suis souvenu d'avoir dit, c'est bon, maman. Je viens. Ce n'était jamais bon. Je ne savais juste pas comment le dire à voix haute. À la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti la feuille de calcul que j'avais commencé la nuit précédente. J'ai créé un nouvel onglet et j'ai tapé le titre « Découvertes émotionnelles ». Puis j'ai commencé à lister, non seulement les virements et les chèques, mais aussi les moments où j'avais retiré quelque chose de moi-même pour le déposer chez quelqu'un d'autre. Voyage annulé au Nouveau-Mexique, la voiture de Curtis est tombée en panne. Traiteur de Thanksgiving, pas de remboursement, jamais reconnu. Décoration de baby shower de Zineya, demande de dernière minute, remerciée uniquement sur Facebook. Facture dentaire d'urgence de Velma, elle a prétendu qu'elle me rembourserait, ne l'a jamais fait. Pas de larmes, juste des faits. C'était la différence entre la tristesse et la clarté. La tristesse vous laissait recroqueviller. La clarté vous redressait et demandait des preuves détaillées. Mon esprit a vagabondé. Il y avait le mariage de Zineya. J'étais assise près du fond, à côté de le stagiaire du traiteur et de l'ex-petite amie de quelqu'un. Quand ils ont levé leur verre pour le toast, Zineya a dit « à ma famille formidable » puis a oublié mon nom. M'a appelé Elan avec un i long, comme si j'étais une invitée en plus. Et le dîner de réveillon de Noël, où Velma m'a demandé de juste aider un instant dans la cuisine pendant que tout le monde posait pour des photos près du sapin. Je suis sorti 20 minutes plus tard avec un plateau de légumes rôtis et j'ai entendu oncle Ray demander « Oh, tu étais là ?» J'étais toujours là. Juste jamais compté comme étant là. La différence était subtile mais nette. Mon téléphone a finalement vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un message de Mara. « Salut, je voulais juste te prévenir. Ma tante a croisé ta mère hier. Elle a dit que Velma disait aux gens que tu exagères les choses, que tu fais des histoires. Elle a dit que tu as toujours été un peu trop. » J'ai posé le téléphone lentement. Alors c'était ça l'histoire maintenant. Pas seulement effacée, mais réécrite. Mon silence n'était pas seulement ignoré, il était utilisé. J'ai pensé à chaque réunion de famille à laquelle j'étais allé par culpabilité. À chaque fête d'anniversaire où j'avais pris les photos au lieu d'être dessus. À chaque cadeau que j'avais envoyé alors que personne ne se souvenait du mien. Et j'ai pensé à la photo que j'avais vue quelques heures plus tôt, d'eux célébrant Curtis, financée par ma générosité aveugle. J'ai fait défiler mon téléphone et j'ai trouvé une photo d'il y a 2 ans, dîner de vacances. Tout le monde souriait. Velma tenait un verre de vin. Zineya portait une robe en satin rouge. Curtis avait déjà renversé de la sauce sur sa chemise. Je n'étais pas sur la photo parce que c'est moi qui l'avais prise. J'ai tenu le téléphone dans ma main pendant longtemps, fixant l'image, comme si elle allait enfin me laisser entrer. Elle ne l'a pas fait. Je n'ai jamais été sur la photo, ai-je murmuré à la pièce vide, parce que c'est moi qui l'encadrais. Le lundi est arrivé sous un ciel gris et une brise qui donne l'impression que quelque chose est sur le point de changer, même si personne ne le dit à voix haute. J'ai préparé du café, plus par habitude que par besoin. Le silence dans mon appartement était moins un réconfort ce matin-là qu'un défi. Après avoir répondu à quelques emails de travail obligatoires, j'ai ouvert le navigateur et je me suis connecté au compte hypothécaire que Velma et moi partagions depuis le décès de papa. Je ne m'attendais à rien de dramatique, j'avais juste besoin de vérifier que le dernier paiement que j'avais effectué était bien passé. C'est toujours comme ça que ça commençait, par quelque chose de petit. Mais ensuite, en parcourant les détails du compte, j'ai remarqué un document inconnu joint au profil de la propriété. C'était un accord de propriété révisé. Mon nom figurait sur l'acte original depuis 3 ans. Maintenant, il avait disparu. J'ai cliqué sur le bouton de téléchargement et j'ai ouvert le PDF.
Il était là, déposé il y a tout juste 4 semaines. Mon nom avait été retiré. Le nouveau document listait Velma et Curtis comme copropriétaires. Pas de ligne de signature pour moi. Pas de demande de consentement. Juste un gommage propre et silencieux. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le bureau du greffier du comté. Après 5 minutes de musique d'attente et de transfert, j'ai été mise en relation avec une femme à la voix calme et au ton fatigué. Oui, madame, a-t-elle dit après que je lui ai donné le numéro de dossier. Cette révision a été soumise en personne. Les documents ont été traités et notariés. J'ai essayé de garder ma voix stable. Y avait-il une signature de ma part dans le dossier? Laissez-moi vérifier. La pause de son côté a duré si longtemps que j'ai failli mettre fin à l'appel moi-même. Puis elle est revenue. Il y a une signature, oui. C'est écrit Hélène Monsieur Jennings. Ça a l'air soigné, mais pas de pièce d'identité jointe, pas de confirmation. Juste la page de signature. Je n'ai jamais signé ça, ai-je dit, sans émotion. Ce n'est pas la mienne. Eh bien, a-t-elle répondu, sa voix portant maintenant une pointe de tension, je vous recommande de contacter un avocat immobilier si vous pensez qu'il y a eu fraude. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Fraude. La main de ma propre mère, probablement, sur le stylo, traçant à nouveau une ligne sur ma place dans la famille. Seulement cette fois, légalement. J'ai réduit la fenêtre et j'ai essayé de calmer ma respiration. Mes yeux ont aperçu le coin d'un dossier sur mon bureau. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une copie du flyer de l'événement de l'année dernière pour la collecte de fonds de la communauté des seniors, celle que j'avais financée anonymement lorsque la ville avait réduit leur budget en milieu d'année. Velma s'était présentée à l'événement avec des perles et un tailleur pastel et avait fait un discours qui avait ému 2 membres du conseil aux larmes. Elle a accepté la plaque au nom de la famille. Le bulletin du mois suivant l'a qualifié de cœur battant de l'héritage de la famille Jennings. Mon nom n'était imprimé nulle part, pas même en petits caractères. J'ai glissé l'acte révisé dans le dossier et je l'ai renommé, pas oublié, juste ignoré. Puis j'ai fait des captures d'écran de l'article du bulletin et de la photo de l'événement où Velma était au premier plan, souriant à côté du maire. Je les ai toutes collées dans un seul document intitulé modèle. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai confronté personne. Au lieu de cela, j'ai rédigé un email à un avocat immobilier que j'avais trouvé grâce à une recommandation d'un collègue. C'était court, direct. J'ai joint les fichiers, exposé la chronologie, et j'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir trop réfléchir. La décision a semblé propre, comme retirer une écharpe dont on n'avait pas réalisé qu'elle s'était infectée. En faisant défiler le PDF, je me suis arrêté sur la dernière ligne, tous les héritiers en accord vérifiés. Ils n'ont même pas fait semblant de vérifier. Ils ont juste supposé. Je n'ai pas seulement été oublié, ai-je murmuré à l'écran silencieux. J'ai été supprimé. La lumière à l'extérieur a commencé à faiblir, glissant dans ce doux crépuscule bleu-gris qui précède la nuit. Les ombres des arbres dansaient sur le parquet du salon, s'étirant, longues et incertaines. Je n'avais pas changé mes vêtements de travail. Je n'avais pas fait grand-chose, en fait. Mes chaussures étaient près de la porte, le repas au micro-ondes était à moitié mangé sur la table, et j'étais assise immobile sur le canapé, fixant la télévision éteinte comme si elle me devait quelque chose. Je m'étais habitué au calme, mais ce soir-là, le silence semblait faux. Pas paisible, mais performatif. Comme si quelque chose attendait de se produire. Comme un roulement de tambour avant la chute. Puis on a frappé. Doucement, mais fermement. Pas hésitant. Non, c'était le genre de coup qui disait « J'entre, que vous le vouliez ou non ». J'ai ouvert la porte, me préparant déjà, et elle était là. Velma, tenant un sac cadeau pastel, le genre qu'on achète à la dernière minute à la pharmacie. Du papier de soie gonflé comme de la crème fouettée. Son visage était tendu, chaque centimètre de son sourire forcé, comme s'il allait se briser si elle clignait trop fort des yeux. J'ai pensé qu'on pourrait parler, a-t-elle dit, en adulte. Je n'ai pas bougé. Je ne lui ai pas offert de siège. Mais elle est entrée quand même. Bien sûr. C'est toujours comme ça avec Velma, elle décide des règles et de qui doit les suivre. Elle s'est perchée au bord du canapé, comme si elle pouvait le tâcher. Je suis resté debout. Il n'y avait aucune version de cela où je me rendrais plus petite juste pour qu'elle soit à l'aise. Je sais comment les choses ont paru, a-t-elle commencé, lissant ses paumes sur son jean,
mais nous pensions honnêtement que vous aviez peut-être besoin d'espace après ce qui s'est passé au dîner. J'ai cligné des yeux une seule fois. Ce qui s'est passé au dîner, ai-je dit lentement, c'est que vous n'êtes pas venu. Elle a fait comme si elle ne m'entendait pas, elle a continué. Je pense juste qu'il y a eu des malentendus, eh bien, vous n'êtes pas toujours la personne la plus facile à. À quoi, ai-je demandé, laissant les mots trancher l'air entre nous. Velma a exhalé brusquement par le nez, abandonnant son rôle de gentille fille. Tu es juste tellement sensible. Tu prends toujours tout personnellement, comme si le monde entier était contre toi. Ah, voilà. L'ancien refrain. Le classique familial. Que c'était moi le problème. Que j'étais trop ou pas assez. Que je ne pouvais pas prendre une blague, ne pouvais pas laisser les choses passer, ne pouvais pas juste être facile comme tout le monde. Mais je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Pas de la manière dont il voulait que je le sois. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, calmement et clairement, non. J'ai juste arrêté de mentir pour vous. Sa bouche a tressailli. Pas un sourire, pas tout à fait une grimace. Juste cette reconnaissance inconfortable que quelqu'un a percée à jour. Elle a croisé les bras et s'est penchée en arrière, comme si elle s'installait dans sa déception. Je ne suis pas venue ici pour m'excuser, a-t-elle dit. Je ne voulais juste pas que les gens pensent que nous vous avions abandonné. Bien sûr que non. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était une question d'image. Elle a posé le sac cadeau sur la table comme une sorte d'offrande, son expression rigide d'effort. Je l'ai pris, suis allé à la cuisine et l'ai doucement déposé dans la poubelle. Pas avec colère, mais avec finalité. Quand je me suis retourné, elle regardait toujours, figée. J'ai fouillé dans un tiroir près de l'évier et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé plus tôt dans la semaine. J'avais attendu. Pas espéré, préparé. Je lui ai tendu une seule page. C'était net, détaillé. Un état financier. Chaque contribution que j'avais faite à la famille au cours des 5 dernières années, date, montant, loyer, courses, factures de services publics, dépannage d'urgence que personne n'avait jamais remboursé. Velma y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé. Son visage n'a pas bougé, mais ses doigts se sont serrés autour du papier. C'est, ai-je dit, de qui vous parliez dans mon dos. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais n'a pas trouvé les mots. Je n'ai pas arrêté. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera où j'étais, dites-leur la vérité. Dites-leur que j'ai arrêté de payer pour être ignoré. Ses épaules se sont légèrement affaissées, comme si le masque était trop lourd à porter. Elle s'est levée lentement, a ajusté son manteau comme s'il était une armure, et s'est dirigée vers la porte. Juste avant de partir, elle s'est arrêtée, une main sur la poignée, et a marmonné par-dessus son épaule, tu le regretteras une fois que tu seras seul. Je l'ai accompagnée à la porte, je l'ai fermée doucement derrière elle, et j'ai tourné la clé. Puis j'ai appuyé mon front contre le bois, inspirant le poids de tout cela. Pas de tristesse, pas de victoire, juste une libération. J'ai déjà été seul, ai-je murmuré. Cette fois, c'est par choix. Et dans le silence qui a suivi, je ne me suis pas senti vide. Je me suis senti libre. Le vendredi soir s'est installé sans cérémonie, le genre de calme qui fait réaliser à quel point la vie a été bruyante. Dehors, l'air était devenu vif, sec, avec ce premier murmure d'hiver niché en dessous. Je n'avais pas pris la peine de fermer la porte du balcon après que le soleil se soit couché derrière l'horizon. Laisser le froid s'infiltrer ressemblait à ma propre rébellion silencieuse. Ça piquait un peu, bien sûr, mais c'était honnête, plus propre que la préoccupation hypocrite et les excuses de performance que j'avais reçues pendant des semaines. J'étais assise en tailleur au bord du canapé, pieds nus, un plaid enroulé autour de mes épaules comme un bouclier. Un verre de vin restait intact sur la table d'appoint à côté de moi, le bord attrapant un filet de lumière de lampe. Je ne buvais pas ce soir, non par discipline, mais parce que je voulais tout ressentir, clair et brut. Mon esprit est revenu à la visite de Velma, mais cette fois, je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas rejoué son ton ou l'expression qu'elle portait, comme si elle auditionnait pour le titre de martyr de l'année. Au lieu de cela, j'ai juste entendu les mots, non comme des menaces, non comme des poignards, juste comme une statique qui avait enfin cessé de bourdonner. Tu le regretteras une fois que tu seras seul. J'ai laissé ces mots se déposer dans la pièce, comme de la poussière. Puis j'ai regardé autour de moi. Être seul n'était pas nouveau. Être seul n'était pas une punition. C'est là où j'avais toujours eu les pensées les plus claires,
où je m'étais recollé après la dernière fois qu'ils m'avaient déchiré avec leurs attentes, leurs droits, leur soif incessante de prendre sans demander. Je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers la porte du balcon et je l'ai fermée. Le loquet a cliqué en place avec un son qui semblait définitif, comme une porte qui n'a plus besoin de s'ouvrir. Je me suis retourné pour retourner sur le canapé, et c'est à ce moment-là que mon téléphone s'est allumé. La conversation de groupe familial. Vivante et bien portante, apparemment. Ça faisait des semaines que je ne l'avais pas ouverte. Pourtant, les notifications ont rampé sur mon écran de verrouillage comme un mauvais rêve revenant pour une autre manche. Appel d'urgence ce soir. 20h précise. Pas de drame cette fois. Essayons de rester civils et productifs. Et puis, de Zineya, ne l'invite pas cette année. Elle gâche l'ambiance. La conversation avait maintenant un nouveau nom, la famille d'abord, suivi d'un emoji cœur brisé et d'une main qui fait signe. Il ne m'avait pas retiré. Cela aurait demandé du cran. Au lieu de cela, ils ont continué à parler comme si j'avais déjà quitté la pièce, comme si je n'en avais jamais fait partie. J'ai fixé le fil de conversation un instant, mon pouce a plané, puis j'ai appuyé sur silencieux, puis supprimé. Pas de rage, pas de méchanceté, juste la paix. J'ai ouvert ma boîte de réception, espérant trouver quelque chose pour détourner mon attention ailleurs, quelque part moins toxique. Et c'était là. Un nouvel email de l'avocat immobilier que j'avais contacté plus tôt dans la semaine. Sujet, ajustement final du titre confirmé. Je l'ai ouvert, mon poulant est régulier. Le message était court, efficace, tous les retraits de titres ont été traités. Votre nom n'apparaît plus sur la propriété conjointe, avec effet immédiat. Pas de cérémonie, pas d'excuses. Juste la vérité froide et nette. J'ai expiré, longtemps et calmement. Mon corps n'a pas sauté de joie. Mon cœur n'a pas accéléré. Ce n'était pas un triomphe. C'était une extraction. Une ablation chirurgicale d'une maladie que j'avais passé trop de temps à appeler famille. Je me suis mis au travail tranquillement, bouclant les fils restants. Je me suis désabonné du service de livraison de courses que Velma avait lié à mon compte, envoyant toujours des caisses de collation coûteuses chez elle comme si c'était une sorte de taxe familiale que je lui devais. J'ai désactivé le paiement automatique pour les comptes de streaming partagés, le cloud photo, l'identifiant de mots de passe. Un par un, je me suis libéré de chaque ombre partagée qu'ils avaient laissée derrière eux. Puis j'ai rédigé un message. Ce n'était pas un au revoir. C'était une libération. J'ai géré ce dont j'avais besoin. Aucune autre réponse requise. Je l'ai envoyé dans le vide du fil muet. Puis j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, les nommés la clôture m'appartient maintenant. À l'intérieur, j'ai glissé l'acte de propriété scanné, les reçus, les captures d'écran, le fil où Zineya a suggéré que je saute Noël pour le bien de tout le monde, l'email où Velma a nié avoir emprunté mon fonds d'urgence puis se l'est envoyé par Venmo le même jour. Je n'avais pas l'intention de rouvrir ce dossier, mais il fallait qu'il existe. Une preuve. Pas pour eux. Pour moi. Parce que quand quelqu'un essaie de réécrire votre histoire, il vaut mieux être prêt à lui montrer l'original. J'ai dépassé le miroir du couloir en allant à la chambre. Quelque chose m'a arrêté. Je ne m'étais pas regardé, vraiment regardé, depuis des jours. J'ai reculé et j'ai fixé. Mon reflet me regardait. Les mêmes yeux, le même visage, mais une posture différente. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui essayait de reconquérir qui que ce soit. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui suppliait de rester. Je ressemblais à quelqu'un qui s'était enfin tenu assez longtemps pour laisser la tempête passer et avait réalisé qu'elle était toujours debout. Tu m'as brisé une fois, ai-je murmuré au miroir. Ma voix ne tremblait pas cette fois. C'est moi qui pars. J'ai éteint les lumières. La pièce est devenue sombre. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'en ai pas eu peur. Je me suis senti libre. Le samedi matin est arrivé avec une sorte de calme, comme si le monde s'était glissé sur la pointe des pieds, ne voulant pas me déranger. La lumière du soleil a rampé lentement sur le parquet du salon, filtrant à travers les stores, comme pour tester si elle avait encore sa place ici. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas cherché mon téléphone tout de suite. J'ai préparé du café, 2 cuillères du torréfié fort que j'avais caché aux invités. J'ai arrosé les plantes près de la fenêtre, leur parlant comme à de vieilles amies. J'ai même sorti ce livre que je m'étais promis de finir, un recueil d'essais sur la quiétude que j'avais à peine commencé. Pendant un instant, juste un instant,
j'ai cru que je pourrais me glisser dans le rythme d'une vie qui n'appartenait qu'à moi, une vie qui n'orbitait pas autour de l'obligation, de la culpabilité ou d'une loyauté fabriquée. Une vie calme, auto-écrite. Puis mon téléphone s'est allumé. Un appel manqué. Puis 3. Puis 7. La conversation de groupe familial, comme toujours, avait subi un autre changement de nom. Elle s'appelait autrefois crise hypothécaire urgente, puis elle est devenue l'unité au-dessus du 100, et maintenant elle affichait les SOS unité familiale. Je n'avais même pas besoin d'ouvrir le fil pour savoir ce que cela signifiait. Ils étaient en train de chavirer. Une série de messages a suivi, parlons ce soir. Sans jugement, juste des solutions. Il est temps de nous réunir. Nous pouvons arranger ça. Nous devons nous regrouper. Et enfin, celui qui a gelé mes doigts au milieu du défilement, Zineya. Soyons réalistes. Ne l'invite pas cette année. Elle gâche l'ambiance. J'ai fixé l'écran. Sa photo de profil n'avait pas changé. C'était toujours cette photo de groupe de Thanksgiving trop filtrée, prise dans la maison que j'avais partiellement payée. Celle où j'étais coupé, juste au-delà du bord de la cheminée, souriant, les bras pleins de tartes. Oublié. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas fini de lire le fil. J'ai pris une inspiration, capturé des captures d'écran de chaque message, et les ai déplacés dans un dossier que j'avais créé à la suggestion de mon avocate, journal de diffamation en un. Il grossissait plus vite que je ne m'y attendais. Au lieu de chavirer, j'ai cherché autre chose. Un livre usé de l'étagère inférieure, que mon père m'avait donné il y a des années. Il ne parlait pas d'argent, de loi ou d'ambition. Il parlait de quiétude, quelque chose dont je ne savais pas que j'avais soif jusqu'à récemment. À mi-chemin du livre, une page pliée par l'usage dépassait. Un bout de papier plié avait été glissé à l'intérieur, fin, froissé, avec l'écriture incomparable de mon père. Il y était écrit, « Tu es celle qui donne sans demander. Ne les laisse pas te prendre ça. Donner n'est pas une faiblesse, petite. C'est une force. Mais la force doit être honorée, sinon elle se transforme en fardeau. Et le fardeau brise. » Je suis resté là, tenant la lettre, laissant sa vérité fendre quelque chose de serré en moi. Ce n'était pas de la tristesse qui piquait mes yeux. C'était de la reconnaissance. La douleur d'être enfin vu, même en silence. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le mur de photos. Tant de moments, figés dans le temps. Mais pas les miens. Les fiançailles de Zineya, où j'avais payé le traiteur et nettoyé seul à minuit. Disparu. Curtis tenant son nouveau-né. J'ai payé la compte de l'hôpital quand l'assurance n'a pas couvert le reste. Disparu. Le voyage en famille à Sedona, celui dont Velma s'est attribué le mérite? J'avais les reçus. Disparu. J'ai retiré chaque photo, une par une. Elles ont cliqueté les unes contre les autres quand je les ai laissées tomber dans un sac poubelle. Toutes sauf une. La photo de papa et moi, juste nous, riant sur le porche d'entrée, la lumière de l'été dans nos cheveux. Je l'ai glissée derrière la porte de mon placard de chambre, la scotchant à l'intérieur pour qu'elle ne tombe pas. C'était le seul souvenir que je voulais garder. De retour dans le salon, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Zineya avait posté quelque chose de nouveau sur son fil. Une photo d'un dîner de famille faiblement éclairé, cadré serré autour de la table. Légende, même quand quelqu'un disparaît, la famille reste unie. Les commentaires ont défilé comme une horloge. J'espère que tu vas bien. Tu as toujours été la forte. Elle traverse probablement quelque chose. Priez juste pour elle. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait des captures d'écran. Je les ai jointes à un email intitulé Journal de diffamation SU1 et je l'ai envoyé à mon avocate avec une seule ligne pour le dossier. Puis j'ai éteint le téléphone et l'ai posé face contre table. Le silence ne m'effrayait plus maintenant. Il voulait un effondrement silencieux, ai-je dit à voix haute, ma voix ferme, ferme comme je ne l'avais pas senti depuis des années. Ce qu'ils obtiennent, c'est une détonation contrôlée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Pas seulement libre d'eux, mais libre de définir la suite. Plus besoin d'ajuster la nappe. Plus besoin de me couper. Plus besoin de prétendre qu'être silencieux signifiait être gentille. Je ne disparaissais pas. Je me réappropriais. Une photo, un dossier, une vérité à la fois. Je suis sorti du parking juste avant le coucher du soleil.
Le petit gâteau au chocolat acheté en magasin, toujours dans son emballage plastique, était posé sur le siège passager à côté d'un exemplaire usé du livre de poche de 6 jolis chevaux. C'était le préféré de papa. Je l'avais trouvé la nuit dernière dans une boîte marquée un manteau d'hiver, et pour une raison quelconque, il semblait juste de l'emporter avec moi. Le trajet de Denver à Boulder n'était pas long, un peu moins d'1 heure, mais assez long pour me donner l'impression de franchir une ligne qui ne pouvait pas être franchie à l'inverse. L'air portait ce froid sec qui arrive quand l'été commence à perdre son emprise. Une lumière dorée filtrait à travers les peupliers, et j'ai remarqué la façon dont leurs branches bougeaient, comme si elles exhalaient, comme si elles aussi avaient retenu leur souffle. Je suis passé devant le restaurant où j'avais attendu seul la semaine précédente, ce terrible mardi. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil au voiturier. Cela ne signifiait plus rien. Certains endroits perdent leur sens quand les gens qui les occupent cessent d'avoir de l'importance. La maison de retraite d'Edith était calme, paisible. Même la femme à l'accueil m'a fait un bref signe de tête alors qu'elle me faisait entrer. Elle n'a pas demandé qui j'étais ni pourquoi je portais un gâteau au chocolat bancal avec une seule bougie scotchée sur le couvercle. Peut-être qu'elle savait. Ou peut-être qu'elle avait cessé d'essayer de comprendre les histoires qui franchissaient ses portes. Certaines visites n'ont pas besoin d'explication. Elles sont écrites sur votre visage, dans vos mains, dans la façon silencieuse dont vous vous déplacez. J'ai trouvé Edith assise près de la grande fenêtre avant dans la salle commune. La lumière faisait tout briller un peu. Elle feuilletait l'un de ces grands magazines destinés aux yeux vieillissants, plus d'images que de textes, le genre qui remplit l'espace mais pas nécessairement les esprits. Elle a levé les yeux lentement, plissant d'abord, puis souriant de sa manière douce et ridée. « Eh bien, a-t-elle dit, pliant le magazine sur ses genoux, regardez ça. Bon anniversaire en retard à moi, ai-je dit, brandissant le gâteau comme un trophée. Elle a ri. Tu es la seule personne que je connaisse qui apporte son propre gâteau à sa propre fête. Avec une seule bougie, ai-je ajouté. Et sans liste d'invités. Je dirais qu'un invité suffit, a-t-elle dit. J'ai posé le gâteau sur la petite table basse entre nous. J'ai utilisé le petit briquet que je gardais dans mon sac à main, principalement pour l'encens d'urgence ou les lacets effilochés. Apparemment, maintenant aussi pour le symbolisme des anniversaires. J'ai allumé la bougie. La flamme a vacillé faiblement dans le soleil de fin de journée. Nous n'avons pas chanté, nous n'avons pas fait de vœux à voix haute. Nous sommes juste restés assis et avons partagé une tranche tordue de gâteau trop sucré et siroté du café qui avait trop longtemps reposé sur le chauffe-plat. C'était fade, mais ça ne m'a pas dérangé. Je ne crois pas qu'elle non plus. À ce moment-là, je me suis senti plus vu que je ne l'avais été depuis des années. Je n'ai jamais eu de fille, a dit Edith après un moment, se penchant en arrière, mais si j'en avais eu une, je pense que j'en aurais voulu une comme toi. Têtue, pas molle. Le genre de fille qui n'attend pas que quelqu'un lui offre une chaise, elle entraîne juste une et s'assied. Je l'ai fixée, retenant ces mots comme une photographie que je voulais presser dans un livre et garder pour toujours. Si j'avais eu une mère comme vous, ai-je dit doucement, peut-être que je n'aurais pas passé tant d'années à apprendre à exister dans des pièces où personne ne me réservait une place. Nous n'avons pas pleuré. Aucune de nous n'a même cligné des yeux fortement. Certaines douleurs ne s'épanchent pas. Elles se déposent juste. Lorsque je suis parti, le ciel avait pris cette teinte lavande pâle que l'on ne voit qu'au Colorado entre la fin de l'été et le début de l'automne. La route du retour m'a semblé différente, plus légère. Mon téléphone a vibré 2 fois dans le porte-gobelet. Je ne l'ai vérifié qu'une fois garé devant mon immeuble. L'écran s'est allumé. Message vocal de Velma. J'ai appuyé sur lire. Sa voix est passée, rauque et tremblante. Tu as fait passer ton message, a-t-elle dit. Cette famille se brise à cause de toi. Je n'ai pas fini d'écouter. J'ai supprimé le message en plein milieu de la phrase, avant qu'elle ne liste toutes les autres choses que j'avais apparemment détruites. La culpabilité n'était plus la mienne, et je n'allais pas la reprendre. Dans la boîte aux lettres en bas, une enveloppe ordinaire attendait. Papeterie légale. Je savais ce que c'était avant de la déchirer. C'était fait. Signé et notarié. Définitif et contraignant. Mon nom n'apparaissait plus sur aucun titre de propriété partagée. Plus de compte joint. Plus d'obligations héritées. Chaque dernier fil avait été coupé. Propre. Officiel. Irréversible. Dans mon appartement, j'ai allumé la lampe près de la bibliothèque et j'ai allumé la même bougie que j'avais utilisée avec Edith. Je ne savais pas pourquoi.
Peut-être que j'avais juste besoin de marquer le moment par la lumière. Puis je me suis assise et j'ai sorti une carte vierge. Joyeux anniversaire, Hélène. Tu valais la peine de venir. Je l'ai placée à côté de la seule photo encadrée que je gardais encore, papa et moi, les chevilles dans un lac en amont, tenant des cannes à pêche et souriant à quelque chose dont je ne me souviens plus. Mais nous avions l'air heureux. J'étais pieds nus, il portait cette vieille casquette qu'il ne laissait jamais personne toucher. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Nouveau dossier. Nouveau fichier. Titre, ce que je me dois. Chapitre 1. Je n'ai pas écrit de manifeste. Je n'ai pas rédigé de discours. J'ai juste tapé lentement, soigneusement. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que je le pouvais enfin. Parce que mon histoire ne leur appartenait plus. Et au fur et à mesure que les mots remplissaient la page, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Le dimanche est arrivé avant même que le soleil ne perce l'horizon. Je n'avais pas besoin d'alarme pour me réveiller. Mes yeux se sont ouverts sur le silence. Pas de vibration de mon téléphone, pas de SMS urgent, personne ne tirant sur le bord de ma paix. La quiétude n'était pas seulement calme, elle était méritée. Et cette fois, elle ne ressemblait pas à de la solitude. Elle ressemblait à de l'espace. Le mien. J'ai traversé le parquet frais pieds nus, me dirigeant vers la cuisine. Mes pas étaient différents. Moins pressés, plus ancrés. J'ai préparé une tasse de café et je me suis appuyé contre le comptoir, écoutant le léger bourdonnement de la machine et le chant occasionnel d'un oiseau dehors. Toujours pas d'alerte, pas de rappel d'agenda. Juste moi, ma respiration, et le doux début d'une journée que je n'avais pas à survivre. Je pouvais simplement vivre. Café en main, je me suis dirigé vers le patio et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert complètement la porte coulissante. L'air du matin est entré doucement. Pas vif, pas intrusif, juste honnête. Comme s'il ne me demandait rien. Et je n'ai pas tressailli. J'ai pris une longue gorgée de café, puis je suis juste resté là, regardant le ciel changer de couleur. Je n'attendais rien ni personne. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de me préparer au combat. Je ne répétais pas une défense ou ne rédigeais pas une réponse prudente. Je n'essayais pas de gagner de l'espace qui était déjà le mien. Mon téléphone a vibré depuis l'autre pièce. Je n'ai pas couru. J'ai fini mon café, rincé la tasse et séché mes mains avant de vérifier. Message vocal de Curtis. J'ai hésité un instant, puis j'ai écouté. Pas de salutation, pas d'émotion, juste sa voix, nette et familière. Maman panique. L'hypothèque est encore en retard. La banque appelle. Tu savais que ça arriverait quand tu t'es retiré, comme ça. Pas de responsabilité, pas de réflexion, juste le blâme jeté comme une patate chaude dans ma direction. Je n'ai pas senti la chaleur monter dans ma poitrine. Je n'ai pas senti la douleur que j'avais l'habitude de ressentir. J'ai juste transféré le message à mon avocate avec une simple ligne d'objet, ne pas répondre. Quelques minutes plus tard, un autre bip. La conversation de groupe familial, que je n'avais pas touchée depuis plus d'une semaine, s'est allumée. Velma, nous ne t'avons pas élevée pour être froide. Zineya, comme une horloge, a enchaîné, tu fais toujours partie de la famille, mais la famille n'abandonne pas. J'ai juste fixé l'écran un instant. Il ne m'avait pas élevée pour être froide. Il m'avait élevée pour être silencieuse, pour absorber, pour plier, pour continuer à venir même quand la porte était fermée devant moi. Ce n'était pas de l'abandon. C'était de la préservation. Pour la première fois de ma vie, je ne coupais pas les ponts par colère. Je choisissais la paix plutôt que la performance. J'ai posé le téléphone face cachée et je suis allé à la chambre. La porte de mon placard était déjà à moitié ouverte, et je l'ai ouverte complètement. À l'intérieur, toujours scotché au bois, il y avait une photo de papa et moi. Légèrement froissé par le temps, les coins un peu recourbés. Il riait, sa main sur mon épaule, stable et fier. Pendant longtemps, j'ai cru que cette photo était la preuve que j'avais été aimé une fois. Mais maintenant, elle me rappelait qui j'étais quand personne ne regardait. J'ai pris un post-it et j'ai écrit « Tu ne m'as pas élevé pour que je me brise. Tu m'as appris à tenir. » Je l'ai pressé à côté de la photo et j'ai lissé les bords. Puis je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le document que j'avais commencé après ma conversation avec Edith.
Le titre disait toujours ce que je me dois. Chapitre 1. J'ai regardé le curseur clignotant pendant un moment, laissant le silence parler en premier. Puis j'ai commencé à taper. Leçon 1, tu as le droit de quitter la table quand l'amour n'est plus servi. Je l'ai relu, puis j'ai souri, j'ai cliqué sur enregistrer et je me suis penché en arrière. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché des vols. Non pas parce que je voulais disparaître, mais parce que je voulais arriver quelque part de nouveau, quelque part où je ne portais pas les vieilles définitions de qui je devais être. Il n'y aurait pas de départ dramatique, pas d'au revoir sur les réseaux sociaux, pas d'annonce, pas de dernière supplique pour être comprise. Juste une décision tranquille. Un siège réservé. Un demain qui n'appartenait qu'à moi. Et ça, juste ça, c'était la liberté que j'avais recherchée depuis le début. Pas une maison, pas une approbation, pas l'illusion de la réconciliation. Mais ça. Le doux clic d'une porte qui s'ouvre le matin. Le goût du café sans anxiété. La capacité de lire un message cruel et de choisir de ne pas répondre. Le courage de dire, ce n'est plus ici que je reste. Je ne me sentais pas seul. Je me sentais entière. Et je savais, où que j'aille ensuite, que je n'y emporterais pas leur silence. Seulement ma voix. Et cela suffisait. Parfois, partir n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. J'ai passé des années à essayer de gagner une place à une table qui n'était jamais censée me contenir. Et quand je me suis finalement levé, j'ai réalisé que j'avais la force de construire la mienne. Si vous écoutez et que vous vous êtes déjà senti comme le personnage secondaire de votre propre vie, je veux que vous sachiez ceci, votre valeur n'est pas définie par ceux qui vous applaudissent, mais par la façon dont vous choisissez de vous applaudir vous-même. Maintenant je suis curieuse, avez-vous déjà dû laisser partir des personnes que vous appeliez autrefois votre famille juste pour enfin trouver la paix? Partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez, et si cette vidéo a résonné en vous, laissez un minute dans le chat ou dites-moi pourquoi elle n'a pas résonné. J'accueille toutes les voix ici. Si vous croyez en la guérison, la force et les histoires qui touchent le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Il y a plus de vérité là où celle-ci vient.